Honorable Justin Basse, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes cadre au sein du parti politique Avançons MS, parti cher à Moïse Katumbi au niveau de la montagneuse ville de Likasi. Dites-nous personnellement, quel regard critique faites-vous en tant qu'invité de cette session informative sur les antennes de la centrale radio-télévision sur la rencontre qui a vécu à Addis Abeba entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila? C'était quoi votre avis? Tout d'abord, je tiens à préciser quelque chose. Je suis membre, certes, du regroupement Avançons MS, mais je suis membre du parti politique ACD de l'autorité morale Edmond Mbaz Ambang. Donc, l'honorable Edmond Mbaz Ambang et le président, c'est son Excellence Boni Mbang. Avançons MS a comme secrétaire général Monsieur Karl Naouzi. Voilà, ça sont les précisions que j'avais à apporter. Concernant la rencontre entre Monsieur Joseph, que son Excellence l'ancien président ou le sénateur à vie Joseph Kabila, et son Excellence Moïse Katumbi Tchapoué, moi je dirais ici que je parle en tant qu'analyste politique parce que je n'ai pas été mandaté ni par le regroupement ni par notre parti. Donc si je dois parler ici, ça m'engage que moi. Pour ce faire, je crois que cette rencontre entre dans le cadre des concertations des leaders politiques compte tenu des enjeux de l'heure. Je crois que tout celui qui est épris de la politique dans notre pays, tout patriote, tout fils du pays, je pense bien, essaye de réfléchir sur ce qui se passe dans notre pays. Je crois que c'est dans ce cadre que ces deux leaders se sont rencontrés. Il dénonce les dérives dictatoriales du régime en place. Êtes-vous convaincu que ce régime baigne dans la dictature en lieu et place de la démocratie? Être convaincu moi-même, c'est tout à fait différent par rapport à ce qu'eux ont dit. Comme vous le savez, ils sont à l'extérieur du pays. D'aucuns disent qu'ils ont été forcés à être à l'extérieur du pays. Il n'y a pas plus averti que eux deux. Parce que si vous le constatez bien, ils sont sortis. Qui sait si ils ont tenté de rentrer et on leur a empêché. Comme ils ne sont pas en contact avec moi, je serais mal placé pour commenter leur point de vue. Mais de toutes les façons, s'ils le disent, eux, qui sont en train de subir cet exil du moins forcé, je ne pourrais pas leur humilier. Je ne vois pas quelqu'un qui peut dire le contraire s'il s'est retrouvé dans leur position. Au regard de la situation qui traverse la République démocratique du Congo, ils estiment qu'il y a les musulmans de l'opposition. On ne voudrait pas que l'opposition puisse s'exprimer. On arrête tout opposant qui essaye d'aller à l'encontre de la vision du régime en place. Ils estiment qu'on a réduit l'espace politique aux journalistes, moins encore aux acteurs politiques de l'opposition, parce que plusieurs sont interpellés au niveau de la justice RD et congolaise. Êtes-vous convaincu que cela s'apparente bien évidemment à la dictature, selon vous? Parce que nous sommes quand même dans un état de droit. D'aucuns ne cessent de savoir que qui dit état de droit dit un état où tout celui qui enfreint la loi doit faire face à la justice. Lorsque quelqu'un commet une infraction et qu'on l'interpelle, on crie aux musulmans de l'opposition. Donc un acteur politique, s'il commet une infraction, il ne peut faire face à la justice. Je ne crois pas, en tout cas, quelqu'un qui peut être au-dessus de la loi. Si aujourd'hui nous sommes tous en train de décrier ce qui se passe à gauche et à droite, c'est parce que nous nous référons à la loi. Que dit la loi? Est-ce que la loi donne l'autorisation aux uns et pas aux autres?
Non, je pense que la loi dit que nul n'est au-dessus de la loi. C'est la loi qui tranche. Mais que dit la loi? Au moment où quelqu'un n'a pas commis l'infraction, au moment où on arrête des gens, on ne leur donne pas l'occasion de s'exprimer, on ne leur défère pas devant leur juge naturel, on les incarcère. Qu'est-ce que vous direz? Qu'on a respecté la loi dans ce cas-là? Qu'est-ce qui est dit par la loi? Est-ce que faut-il amener un responsable manu militari sans pour autant l'entendre, sans lui envoyer des convocations au préalable? On vient, on les ramasse comme un malpropre, on les jette en prison, on les jette dans les géoles de l'ANER, de la DEMIAP, que sais-je encore, sans pour autant l'entendre. Est-ce qu'on dira qu'on a respecté la loi? Ça, ce sont des faits qui amènent les uns comme les autres à décrier des méthodes dictatoriales. Il y en a qui disent que la justice est devenue un fouet entre les mains du pouvoir. La justice est devenue un instrument dangereux entre les mains du pouvoir. Et j'avais suivi une émission où quelqu'un me dit c'est comme si on donnait un revolver bien chargé à un enfant qui joue avec, qui ne connaît pas le danger que ce revolver ou les dégâts que ce revolver peut causer. Vous voyez, si on ne sait pas soi-même lire les textes, lire ce que les textes nous recommandent dans un cas comme dans un autre, ça devient dangereux. Et on va décrier. C'est ce qui se passe. Quand vous entendez les opposants crier à la dictature, à l'arrestation arbitraire, ce sont des évidences. Et pour ce faire, s'ils l'ont dit, c'est qu'ils ont un ensemble de faits qui les poussent à le dire. Sachez que ce ne sont pas des petits-enfants qui le disent. Ce sont des gens qui ont eu à diriger ce pays. Ce sont des gens qui ont eu à utiliser la justice. Ce sont des gens qui ont eu à utiliser les instruments de l'État. Et quand ils le disent, c'est par rapport à quelque chose. Voilà ce que je peux dire. Vous pensez que Joseph Kabila a une leçon à donner au régime en place par rapport aux interpellations judiciaires, si on doit se référer à la fin de son mandat, à la fin de son second et dernier mandat en République démocratique du Congo? On a vu les évêques bastonnés dans les différentes églises catholiques, dans les différentes cathédrales de la ville-province de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de réclamer avec les concours de la population leurs droits. On a vu les Rossi Mukendi et bien d'autres payer de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de contester le fait que le régime de Joseph Kabila voulait s'éterniser, ne pas organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution de la République démocratique du Congo. On a vu les dossiers Chebea, on a vu les fausses communes de Maluku et autres. Tout ça, vous pensez vraiment que Joseph Kabila a une leçon par rapport aux musulmans, par rapport aux dérives dictatoriales à donner à Félix Tshisekedi? Tout d'abord, je suis content que vous ayez précisé une époque, un temps. On dit que Joseph Kabila a géré pendant 18 ans. Mais vous venez de préciser si Joseph Kabila a dérapé, c'est vers son dernier mandat et vers la fin de son mandat, du deuxième mandat. C'est déjà positif. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui est parfait. Aucun dirigeant n'est parfait. Mais si déjà
dans les 18 années, vous vous êtes borné rien qu'à la fin de son deuxième mandat sénatorial. Mais ici, j'aimerais aussi dire une chose. Vous avez parlé des prélats, vous avez parlé des églises. Mais ces églises avaient été transformées en un lieu de rassemblement des badauds. Parce que, vous vous rappellerez, je ne sais pas encore si c'est... Bon, c'est l'un des secrétaires généraux de l'UDPS, un président haï de l'UDPS qui avait dit que entre l'église et nous, c'était du 50-50. L'église nous avait donné l'endroit ou les lieux, les locaux. Et nous avons amené nos militants dans ces locaux-là. Vous n'allez pas me dire que tous les militants de l'UDPS sont des chrétiens catholiques. Et quand l'UDPS dit que nous avons amené nos militants dans des églises qui étaient des points de départ des manifestations, ça devient dangereux. Pourquoi je dis que ça devient dangereux? Nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux où l'un des militants de l'UDPS a dit, et en montrant les femmes qui vendent devant la permanence de l'UDPS, devant le siège de l'UDPS, ce militant avait dit, c'était lors des altercations entre les militants et Augustin Kabouya, l'actuel président haï de l'UDPS. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'aujourd'hui Kabouya nous traite des badauds. Au moment où vous voyez toutes ces mamans qui sont là devant, elles sont en train de vendre le chichampa et le diamba. Ces mamans que vous voyez là. Et nous, on a passé toute notre jeunesse en train de fumer du chanvre, en train d'être drogués. Aujourd'hui, Kabouya nous traite, nous, des bateaux. Franchement. Et le monsieur avait beaucoup regretté. Ça signifie quoi? Si déjà, et il a dit, il nous donnait les chichampa pour nous envoyer dans la rue, aller casser. Il avait précisé. Aller casser. Aller brûler. Et nous comprenons pourquoi, de ce temps-là, on brûlait les bus, on cassait les véhicules des gens, on barricadait les routes, on pillait les biens des gens. Ce n'était pas des jeunes gens drogués, des jeunes gens innocents qu'on a passé à droguer pendant 37 ans. C'est très grave. Et ça m'amène à dire quoi? Ça m'amène à dire ceci. Si déjà au niveau de leur permanence, vous les envoyez dans la rue, on les drogués, ça signifie que les prélats ont donné aux drogués des églises. Ils ont profané les églises. Là, c'est à décrier. Parce que vous savez, toute chose n'est pas à apprécier parce que ça vient des prélats. Ça les rattrape. Ils ont ouvert des églises aux jeunes gens drogués. Ils les ont placés dans des églises. Il y en a qui fumaient du chanvre dans des églises. Et ils sortaient de là pour faire quoi? Pour aller casser. Je ne vois pas des autorités responsables qui peuvent applaudir de tels actes. Merci beaucoup. Alors, une autre question, c'est Moïse Katumbi et Joseph Kabila s'opposent farouchement à toute idée du changement de la Constitution, estimant que toute réforme constitutionnelle est illégale et inopportune. En quoi c'est illégal et en quoi c'est inopportune? Ils peuvent dire que c'est inopportune et c'est illégal. Je les leur concède. Mais je dirais ceci, parce que je crois que ça fait couler un peu de temps. Ici, je vais parler en tant que patriote. Je vais parler en tant que quelqu'un qui aime ce pays. Nous n'avons que ce pays. Et si j'y réfléchis bien,
notre constitution ne fera pas 1000 ans. Je suis sûr qu'il arriverait toujours un moment où on va le changer. On le changera. Quoi qu'il en soit, cette constitution sera changée d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce que je propose? Puisque nous tous nous aimons ce pays, si vous entendez ceux qui sont au pouvoir, ils disent nous voulons le changer pour le bien de notre pays. Ceux qui sont dans l'opposition et ceux qui s'opposent au changement, je parle bien du changement, pas de la révision. Ceux qui s'opposent au changement disent que c'est parce qu'ils veulent s'éterniser au pouvoir et perpétrer la misère de la population. Parce que nous tous nous parlons de la misère de la population, d'éradiquer cette misère. Puisque nous tous nous parlons du bien de notre pays. Si nous regardons bien en arrière, notre pays était en avance, comme on le dit, par rapport au Canada, par rapport à l'Afrique du Sud. Mais si on compare notre pays à cette époque, à ces deux pays-là, nous sommes vraiment en arrière, nous ne sommes nulle part. Est-ce que nous devons continuer à nous tirailler pour rien? Si les uns et les autres parlent du bien du pays, c'est que quelque part, il y a de l'amour envers ce pays. Je parle bien des uns et des autres. Maintenant, c'est question de prouver que réellement nous aimons ce pays. Comment est-ce que nous pouvons le prouver? Si réellement, cette constitution, c'est un frein au développement de notre pays. Si ceux qui défendent cette thèse, ils sont sincères et voudraient voir ce pays aller de l'avant, j'aimerais leur dire que ce pays ne leur appartient pas. Ce n'est pas leur pays à eux, tout seul. C'est leur pays, c'est notre pays. C'est le pays de tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler alors tout le monde. Convenons-nous sur une transition. Vous comprenez? Parce que dans l'opinion, je crois que vous avez déjà entendu, vous aussi parler de ça. Il y en a qui sont pour le fédéralisme. Il y en a qui sont pour l'unitarisme fortement décentralisé. Il y en a qui sont pour l'unitarisme tout simplement. Les idées divergent. C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Nous avons la classe politique, nous avons la société civile. Eh bien, mettons tout le monde ensemble, puisque nous tous nous voulons le bien de ce pays. Mettons-nous ensemble, réfléchissons. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Que le pouvoir convoque tout le monde. Quand je parle de tout le monde, je vois l'opposition armée et l'opposition non armée, la société civile et le pouvoir. On se met autour d'une table. On met notre Congo au milieu. Puisque nous l'aimons, notre Congo. Voyons voir ce que nous pouvons faire pour que notre Congo puisse aller de l'avant. Est-ce que c'est un tabou? Dites-nous, ils appellent la population à la résistance. De quelle résistance ils font allusion? Ou à quelle résistance ils font allusion? Ils appellent la population à la résistance. À la résistance vis-à-vis de la violation de cette constitution. Vis-à-vis d'un groupe d'individus qui veut s'accaparer du pouvoir éternellement. Parce que, vous savez ce que j'ai remarqué à l'UDPS, et si vous êtes un bon analyste, vous allez convenir avec moi que quand vous entendez la base de l'UDPS dire quelque chose, attendez-vous à ce que le sommet dise la même chose. Ils ne se concrétisent jamais dans la plupart des cas. Et c'est pour cela que
je partirai de la base. L'UDPS elle-même dit, nous, l'UDPS lui-même comme parti dit, nous, c'est la base. Nos autorités écoutent la base. Que dit la base de l'UDPS? La base de l'UDPS dit, nous allons, pas que nous allons conserver le pouvoir jusqu'à l'avènement de Jésus. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, c'est une ambition légitime de tout parti politique. Mais eux disent, Tshisekedi, donc le président actuel, va rester au pouvoir jusqu'à, vous comprenez, c'est là que ça devient dangereux. Ils disent, nous voulons faire de lui le roi de la RDC. Nous voulons qu'il soit notre empereur. Donc l'empereur de la RDC. Olingate, c'est lui. Et que c'est lui qui ne veut pas, il se cherche à notre pays. Vous voyez que là maintenant, il y a l'exclusion. Il faut résister par rapport à cette exclusion. Il faut résister par rapport à cette façon de faire, à cette façon de voir les choses. Parce que c'est notre pays à tous. Mais on veut nous exclure de ce pays. On ne veut pas que nous puissions avoir droit au chapitre. On ne veut pas que nous puissions parler de notre pays. On ne veut pas que nous puissions nous aussi proposer quelque chose pour l'avancement de notre pays. Nous devons résister. Honorable Justin Baz, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie et je suis très content, c'est toujours un plaisir de vous recevoir pour essayer de réfléchir. Je crois que cette petite réflexion pourra édifier plusieurs. C'est avec un cœur plein d'amour pour mon pays que j'accepte de pouvoir commenter et me présenter devant votre caméra. Je vous remercie. Merci.